Chers collaborateurs, chères collaboratrices, chers amis, depuis 1992, les années ont passé avec leur lot de joie et de peine, et me voici devant vous en ce début du mois de mai 2019, 27 ans après ce qui n'était au début qu'un rêve et une espérance, et qui est aujourd'hui une réalité solidement ancrée dans le monde de la santé. N'oublions pas que tout ce qui a une vraie grandeur sur Terre a commencé humblement. Le grand chêne a été un humble gland, et ce que nous appelons parfois de grandes réalisations ne sont en fait que de petites plantes qui ont été entourées de soins, d'affection, d'intelligence et de perspicacité pour grandir sous la rosée bienfaisante de la Providence. Lorsqu'on est jeune, on envisage l'avenir comme une éternité. Puis peu à peu, la roue du temps s'accélère et on constate que tout passe bien vite. Vous savez, pour la plupart, que j'ai traversé ces 5 dernières années quelques épisodes de santé assez éprouvants, propices à la réflexion. Le dernier en date s'est situé le 28 août 2018 à la tombée du jour. Je terminais seul un circuit de VTT quand je ressentis un malaise d'une violence extrême. Tout se mit à tourner, avec une nausée grandissante. Je réussis tant bien que mal à m'arrêter et à m'allonger dans l'herbe. Je m'aperçus alors que je ne pouvais plus ni me relever, ni faire un mouvement. J'étais seul, dans un chemin au milieu de nulle part, loin de toute habitation, avec la nuit qui commençait à tomber et sans pouvoir bouger. La suite, je suis encore là aujourd'hui pour vous parler. Je vais vous faire une confidence. Ce retour parmi les vivants de la Terre, je le dois en partie à l'intercession d'une petite fille à laquelle je suis très attaché, Anne de Guigné, morte en odeur de sainteté en 1922 à l'âge de 11 ans. Un certain nombre d'indicateurs, parmi lesquels ces différents épisodes de santé, m'indiquent que l'heure d'un certain lâcher-prise a sonné. Comme vous le savez tous, la vie est un incessant départ, avec ce que cela suppose d'arrachement, d'incertitude, mais avec la conviction que c'est ainsi que nous grandissons. Aussi, c'est avec une certaine émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous. Le 30 juin 2019, dans 2 mois, j'arrêterai mon engagement opérationnel au sein de Labolife, j'arrêterai les responsabilités professionnelles qui furent les miennes, et les différentes charges que j'ai portées pendant tant d'années. Je ne vous quitte pas totalement, puisque je conserve ma fonction de président du conseil d'administration. J'aurai ainsi la joie de vous retrouver plusieurs fois par an lors des BOD, et de toute façon, on ne quitte pas vraiment ceux qu'on continue d'aimer. Mon départ ne se fait pas dans la précipitation. Il vient à son terme après de nombreux mois d'analyse et de réflexion, avec l'aide précieuse de Yann Wilders, de Dominique Tassot et d'Emmanuel Dubuisson. Je pourrais passer en revue les différentes étapes de la construction et du développement de Labolife pendant ces 27 années. Mais ce serait un peu fastidieux et vous en connaissez pour beaucoup le déroulé, tout au moins dans ces grandes phases. En tout premier lieu, comment ne pas évoquer la figure tutélaire et paisible de Maurice Genard, qui a nourri de sa science et de son génie les fondements de ce qui allait devenir la belle entreprise que nous connaissons aujourd'hui. Construire un environnement qui vise un être charnel et spirituel, le patient, une personne traversée de joie, de grandeur, mais aussi de misère et de souffrance, c'est toute l'histoire de Labolife, ses avancées, ses doutes, ses tentatives, ses essais réussis ou avortés, c'est l'âme de notre entreprise, l'aide que nous devons apporter à la personne qui souffre. N'est-ce pas un véritable idéal? Pour illustrer cet idéal, qui est aussi le vôtre, je voudrais vous relater un de ces petits cailloux blancs qui a été placé sur mon chemin en 1993, au tout début de Labolife, et que j'ai déjà relaté à certains parmi vous. Un soir, j'étais seul, je reçois un appel téléphonique. Point d'interrogation, il était tard, je décroche.
Une dame est au bout du fil. Une amie, commence-t-elle, m'a indiqué votre téléphone en me disant que vous pourriez peut-être m'apporter une aide, ou plutôt apporter une aide à mon enfant. Malheureusement, ajoute-t-elle, je ne pourrai pas prendre de notes car je suis aveugle et je vis seule avec ma petite fille, mon mari m'ayant abandonné. Pensez que bien que déjà le cœur en prend un coup. Ma fille, continue-t-elle, a été énucléée d'un œil peu après sa naissance par suite d'un cancer. Les années se sont ensuite déroulées relativement bien pour elle, mais voilà à présent qu'âgée de 8 ans, elle a une récidive et souffre d'un cancer à la jambe, un ostéosarcome. Pouvez-vous l'aider? Là, vous comprenez qu'on n'est plus dans la statistique, dans les cas d'école, sur lesquels s'appuient la plupart de nos fonctionnaires. On est dans le réel, en direct avec la patte humaine et son côté parfois dramatique. Après plusieurs minutes d'échange, je lui indique un médecin de la région de Bordeaux où elle habite, en lui précisant qu'il connaît bien nos médicaments et qu'ainsi il pourra suivre son enfant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plusieurs fois, je fus en contact avec cette femme, je l'appelais de temps à autre pour avoir des nouvelles. L'évolution de son enfant, qui était hospitalisé et qui prenait en parallèle le médicament 2LC1, était positive. Elle reprenait goût à la vie, son appétit revenait, une lumière et un espoir dans l'existence de cette dame et de sa fille. Dans beaucoup d'histoires, survient un dénouement, parfois heureux, parfois douloureux. Ce fut le cas. Un jour, cette dame m'appelle, tout de suite, au ton de la voix, je pressentis quelque chose de grave. Les médecins de l'hôpital, me dit-elle, voyant l'état nettement amélioré de ma fille, ont décidé que si auparavant elle était trop faible pour pouvoir supporter une chimiothérapie lourde, à présent on pouvait y aller sans crainte. Malheureusement, la conséquence de cet acharnement thérapeutique n'a pas été longue à venir. Ma petite fille me dit, sa maman, entre deux sanglots, vient de mourir d'une overdose de chimiothérapie. Je vous décris là plus qu'une anecdote. C'est une tranche de vie bien concrète, dans laquelle vous rentrez presque brutalement et qui reste marquée en votre mémoire, mais qui a cette particularité, cette puissance de vous conforter dans le chemin que vous avez voulu prendre et que vous essayez de maintenir. Au cours de toutes ces années, je me suis senti un instrument bien faible et bien insuffisant. Mais avec cette confiance forte que le ciel, que nous avions sollicité en aide, avait entendu nos prières et parfois nos cris d'alarme. Quand je dis « nous », ce sont les administrateurs du groupe, unis dans un même esprit, en 1992 comme en 2019. Rappelez-vous ce 5 décembre 2000. Un tsunami s'abattait sur Labolife par la publication au journal officiel de l'interdiction de vente sur tout le territoire français de nos médicaments. À l'époque, la France représentait plus de 40% de notre chiffre d'affaires. C'était l'asphyxie et la mort à court terme de notre groupe. Coup de théâtre, le 8 décembre 2000, Labolife Belgium obtenait de l'Agence du médicament belge l'autorisation pharmaceutique de fabrication, de vente et d'exportation de nos médicaments. Nous étions sauvés. Vous avez bien noté le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Ces deux épisodes, pris entre mille, illustrent en quelque sorte le caractère singulier de notre laboratoire, dans cet environnement âpre et avide que représente le monde pharmaceutique. À présent, je vous invite à une petite promenade géographique, à me suivre en une terre dont Joachim du Bellay, il y a maintenant quelques siècles, en des vers célèbres, chantait déjà cette douceur si caractéristique de la ville d'Angers et de sa région. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine.
J'ai choisi en effet ce lieu particulier, la région d'Angers, en cette nouvelle étape de ma vie, pour la douceur de son climat, pour son passé historique, ancré dans une tradition qui a fait la grandeur de la France, mais surtout pour la proximité, à moins de 300 mètres de mon futur lieu d'habitation, d'un monastère dominicain en pleine activité. Je serai ainsi bercé par le chant grégorien, qui est une caractéristique forte de la vie monastique et qui est une véritable nourriture de l'âme, ouvrant tout un monde de beauté et de spiritualité qui traverse les âges. Les temps modernes se caractérisent par une vertigineuse accélération du temps. La vitesse des mutations est telle aujourd'hui que l'homme ne s'arrête jamais. J'espère retrouver ainsi, au contact des dominicains, la permanence des principes profonds qui constituent la partie la plus riche de notre capital humain. Ce bref entretien, dont l'origine prend sa source avec l'arrêt de ma mission opérationnelle au sein de Labolife, ce 30 juin, est en dernier lieu et avant tout l'occasion de témoigner la gratitude et la joie qui ont été les miennes de travailler au quotidien avec chacun et chacune d'entre vous. Au début de l'entretien, je vous ai appelés mes amis. C'est en effet toute la grandeur de l'amitié, dans l'espace de confiance qu'elle ouvre, d'amener les êtres à prendre conscience de ce qu'ils ont d'irremplaçable. Charles Péguy écrivait « La vertu qui est devenue la plus rare dans les temps modernes est la fidélité ». Vous êtes là pour témoigner du contraire, de cette fidélité que j'ai pu constater et admirer tout au long de ces années. Je vous souhaite, à vous, à nous tous, de continuer à nous émerveiller, à partager, à nous émouvoir, à aider, à nous réjouir, à œuvrer pour le bien de notre prochain. Je vous confierai tous et toutes, vos familles, nos médecins, nos patients, à la protection toujours vigilante de la Très Sainte Vierge Marie. Un grand merci à chacun et à chacune d'entre vous qui constituez les forces vives de Labolife.